Aujourd'hui, nous mettons le cap sur une région reculée, un endroit où la nature règne en maître, tout près du paisible village de Ballina-Mallar, sur les rives du Lough Erne, dans le comté de Fermanagh. À première vue, ce coin d'Irlande du Nord a tout d'un havre de paix. Le Lough Erne, vaste et scintillant, attire les pêcheurs et les amateurs de sports nautiques venus des quatre coins du monde. L'endroit est réputé, prisé, même huppé. Un luxe discret y flotte, perceptible dans ses somptueuses résidences et son aéroport privé qui, chaque été, voit défiler des avions en provenance de toute l'Europe. À bord, des passionnés de pêche, français, allemands, italiens, venus traquer le poisson dans ces eaux légendaires. Parmi les familles qui vivaient ici, il y avait les McGinley, Jerry, 34 ans, Julie, 29 ans, et leurs deux filles. Une famille sans histoire, du moins en apparence. Mais derrière l'image d'un foyer paisible se cachait un passé marqué par la tragédie. Julie McGinley n'avait pas toujours connu cette vie au bord du lac. Elle avait grandi dans une famille protestante respectable d'Enniskillen, une ville voisine. Élève modèle d'une école secondaire prestigieuse, elle menait une existence sans accroc, jusqu'à ce que tout bascule. Elle avait 15 ans quand l'impensable s'est produit. Une nuit, une simple crise d'asthme. Mais cette fois, elle a été fatale. Sa mère, foudroyée par une crise cardiaque provoquée par son manque d'oxygène. Julie venait de perdre son pilier, son repère, et ce n'était que le début de l'enfer. Un an plus tard, le 8 novembre 1987, Julie est allée à Enniskillen avec son petit frère. Ce jour-là, la ville rendait hommage aux soldats tombés au combat. La cérémonie du Poppy Day battait son plein. L'air était chargé de solennité, les visages graves, le silence pesant. Puis, une détonation. Assourdissante, un souffle de mort. Une bombe venait d'exploser près du mémorial de guerre, éventrant la place, déchiquetant la foule. 11 morts, des dizaines de blessés. Du sang, des cris, l'incompréhension. Julie, tétanisée, a vu l'horreur en face. Elle était là, au cœur du carnage, le souffle court, le regard figé sur ce qui, une seconde plus tôt, n'était qu'une paisible cérémonie du souvenir. L'explosion a eu l'effet d'un séisme, non seulement pour les victimes et leurs familles. Dans le chaos qui a suivi l'explosion, Julie a été séparée de son petit frère. La foule paniquée, les hurlements, la poussière qui retombait comme une neige maudite, tout s'était brouillé dans sa tête. Julie, hystérique, retournant les corps un à un, le souffle court, le regard affolé. Elle cherchait son frère. Elle fouillait la rue comme une forcenée, refusant d'abandonner. Son petit frère avait été conduit à l'hôpital, mis en sécurité par des inconnus sans que Julie le sache. Mais après l'horreur, après les funérailles et les commémorations, il n'y a eu rien. Ni Julie ni les autres survivants n'ont bénéficié du moindre suivi psychologique. Pas de thérapie, pas de groupe de parole. Juste un silence pesant. Une ville qui essayait de tourner la page et elle, seule avec ses cauchemars. 6 mois plus tard, comme si le sort s'acharnait, Julie a frôlé la mort. 2 fois. 2 accidents d'équitation, coup sur coup. Mais une fois de plus, aucun accompagnement, aucune aide. Il fallait avancer. Toujours. Quelques années plus tard, incapable de rester à Enniskillen, elle est partie. Loin. En Australie, où elle a rejoint sa sœur, cherchant à fuir l'ombre qui la suivait partout. Mais les fantômes ne disparaissent pas si facilement. Un jour, sans trop savoir pourquoi, elle est revenue. De retour à Enniskillen, elle a décroché un emploi dans un centre d'appel de British Telecom. Un boulot ordinaire, une routine, une vie stable. Jusqu'au jour où, en mars 1994, le destin s'est de nouveau manifesté. Ce jour-là, tout semblait anodin. Sa supérieure devait faire réparer l'échappement de sa voiture et Julie, sans réfléchir, l'a accompagnée jusqu'au garage. Juste un service rendu, juste une matinée comme une autre. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. C'est là qu'elle l'a vu. Un homme sans éclat particulier. Un visage ordinaire dans la foule. Catholique, originaire de Manorhamilton, dans le comté de Leitrim. Un ancien champion de boxe irlandais, autrefois redoutable sur le ring. Il n'était pas grand. 1m72, mais massif, pesant près de 100 kilos. Son nom, Jerry McGinley. Jerry s'était rendu ce jour-là au même garage que Julie, un simple arrêt pour faire réparer le camion de l'entreprise où il travaillait. Un détail anodin,
si ce n'est que cet emploi de conducteur, il ne l'avait décroché qu'après sa libération de prison en République d'Irlande, 2 ans plus tôt, en 1992. Prison? Oui, mais pas pour une petite infraction. Non, 9 ans de condamnation, pour un crime abject. Jerry avait été jugé coupable du V de l'épouse d'un policier, un crime qui le marquerait à jamais aux yeux de la communauté, car ici, à Enniskillen, on n'oubliait pas, et on n'excusait pas, un criminel. Autant dire que Jerry n'était pas un modèle de vertu, mais en réalité, Julie non plus. Elle traînait sa propre réputation, bien différente, mais tout aussi mal perçue. Une femme jugée trop libre, trop insouciante, qui, après avoir survécu à tant de traumatismes, avait choisi de vivre selon ses propres règles. Une femme qui faisait ce qu'elle voulait, quand elle le voulait et avec qui elle le voulait. Certains la méprisaient, d'autres la plaignaient. Mais tous s'accordaient à dire qu'après l'attentat d'Enniskillen, quelque chose en elle s'était brisé à jamais. Alors, lorsqu'elle s'est mise à fréquenter Jerry, le choc fut brutal. Son père effondré a tout tenté pour l'en dissuader. Mais elle n'écoutait personne. Et ce n'était même pas seulement à cause du passé criminel de Jerry. Non, il y avait une autre raison bien plus fondamentale, la religion. Elle, protestante, lui, catholique. Dans l'Irlande du Nord de l'époque, c'était un affront, un défi aux traditions. Un mariage mixte n'était pas simplement mal vu, c'était une provocation, une trahison aux yeux de certains. Mais Julie s'en moquait. 7 mois après leur rencontre, elle a dit oui à Jerry. C'était le samedi 15 octobre 1994. Elle portait une robe de mariée qui n'était même pas la sienne. Un emprunt fait à sa belle-sœur, peut-être un présage, peut-être un détail sans importance. Mais ce mariage, en apparence ordinaire, allait devenir un enfer. Car dès la lune de miel, tout a basculé. Ce qui devait être un voyage d'amour s'est transformé en cauchemar. Jerry, dans une rage soudaine, s'est jeté sur Julie. Il l'a frappée, violentée, lacérée avec un couteau. Pas un simple accès de colère, pas une dispute qui dégénère. Non, une explosion de brutalité, aussi soudaine que terrifiante. Le rêve était mort avant même d'avoir commencé. Leur lune de miel fut écourtée, en urgence. Ils sont rentrés à Enniskillen, Julie marquée dans sa chair et son esprit. Mais ce retour n'était pas un signe de rupture. Au contraire, c'était le début d'un cycle infernal. 3 ans après leur mariage, une nuit comme une autre s'est transformée en scène d'horreur. Julie s'est réveillée en sursaut, aveuglée par une lumière blafarde. Les phares d'une Jeep perçaient l'obscurité à travers la fenêtre de leur chambre. Elle a cligné des yeux, désorientée, une sensation étrange nouant son estomac. Quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée, son cœur battant plus fort à chaque pas. D'un geste hésitant, elle a écarté le rideau et jeté un regard vers le jardin. Et là, elle l'a vu. Jerry, suspendu à la balançoire de leur fille. Un instant de sidération. Son cerveau refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Son mari, son bourreau, pendu dans le vent nocturne, un objet étrangement familier enroulé autour de son cou. Le collier étrangleur du chien. Le choc a cédé la place à la panique. Julie a jailli dehors, pieds nus, le froid mordant sa peau sans qu'elle le sente. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a saisi un couteau et, dans un geste désespéré, tranché la lanière de cuir. Jerry s'est effondré au sol, inconscient mais vivant. 3 jours. C'est le temps qu'il a passé sous assistance respiratoire à l'hôpital, son corps suspendu entre la vie et la mort. Les médecins ont alors enclenché les démarches pour le faire interner. Il fallait l'éloigner. Il fallait le placer dans un établissement psychiatrique où il ne pourrait plus faire de mal ni à lui-même ni à Julie. Mais Julie s'y est opposée. Pourquoi? Pourquoi avait-elle refusé cette porte de sortie? Pourquoi avait-elle insisté pour qu'il revienne à la maison? C'est la première question d'une longue liste de pourquoi, une liste qui ne cesserait de s'allonger. Car une fois Jerry de retour sous leur toit, l'horreur a pris une nouvelle dimension. Les coups ont continué, bien sûr. Mais cette fois, il a franchi un cap. Il a transformé Julie en une marchandise. Il la forçait à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, non pas par jalousie, non pas par perversion, mais pour leur soutirer de l'argent. Un business sordide, une descente aux enfers méthodique. Elle n'était plus seulement une victime.
Elle était devenue une pièce maîtresse dans un système de chantage diabolique. Des hommes influents, des fermiers aisés, des hommes d'affaires respectés, tous séduits par Julie, tous pris au piège. Le couple McGinley avait mis en place un plan minutieux. Les amener dans des chambres d'hôtel à Enniskillen, leur faire croire à une nuit d'ivresse et de plaisir, avant de dévoiler le vrai visage du piège. Ce que ces hommes ignoraient, c'est que la chambre était truffée de caméras. Jerry filmait tout, chaque étreinte, chaque soupir, chaque regard coupable. Puis venait le chantage. Une enveloppe contenant une cassette vidéo, un message implicite, une menace silencieuse. Payez ou soyez ruinés. Et ils payaient. Bien sûr qu'ils payaient. Les McGinley avaient trouvé leur nouvelle source de revenus, un commerce de honte et de peur. Mais dans cette mécanique bien huilée, une question restait en suspens. Jusqu'où irait-il avant que tout ne s'effondre? En décembre 1999, Julie a atteint son point de rupture. Assez des coups. Assez des menaces. Assez de cette vie où chaque jour ressemblait à une lente noyade. Alors, elle a pris une décision radicale. Partir, emporter ses enfants et fuir Jerry. Dans un premier temps, elle a trouvé refuge chez son père. Un retour aux sources, un espoir de répit. Puis elle s'est installée dans un logement en location, prête à reconstruire sa vie, loin de l'homme qui l'avait détruite. Pendant ces mois de séparation, Julie et Jerry ont suivi des chemins parallèles, et pourtant toujours entrelacés. Chacun a entamé une nouvelle relation. Julie s'est rapprochée d'un homme d'affaires local, un homme bien sous tout rapport. Mais Jerry ne voyait pas cette liaison comme un simple écart. Pour lui, c'était une trahison, une humiliation, et il était prêt à tout pour la ramener sous son emprise. Il a commencé par la manipulation émotionnelle, des appels, des menaces, des promesses de suicide si elle ne revenait pas. Puis, voyant que les mots ne suffisaient pas, il est passé à l'intimidation. Une nuit, il a versé de la peinture jaune sur les fenêtres de l'homme d'affaires. Un avertissement, un marquage de territoire. Une autre nuit, il s'est attaqué à son 4x4. Un coup de tête. La vitre passager a explosé sous l'impact. Mais le pire restait à venir. Il détenait une arme bien plus redoutable que ses poings ou ses menaces. Les cassettes, celles des ébats de Julie avec d'autres hommes, enregistrées à son insu, et il savait exactement comment l'utiliser. « Si tu ne reviens pas, ton père les verra. » Une simple phrase, un chantage implacable, et Julie a cédé. Elle est retournée vivre avec lui, avec leurs enfants, avec la peur. À la fin du mois de février 2000, Jerry et Julie ont décidé d'ouvrir un magasin de meubles, Direct Furniture, une tentative de renouveau, un dernier espoir d'échapper à la spirale infernale dans laquelle ils s'enfonçaient. Mais ils n'étaient pas seuls dans cette affaire. Très vite, ils ont conclu un partenariat avec un certain Michael Monaghan, un homme respectable en apparence, un entrepreneur spécialisé dans la restauration de meubles, installé à Enniskillen. Ironie du sort. Son entreprise était située juste à côté de celle de l'homme d'affaires que Julie avait fréquenté, celui que Jerry avait agressé. Un hasard? Peut-être pas, car Monaghan n'était pas qu'un simple partenaire commercial. Il était aussi un ancien client sexuel de Julie, et Julie, elle, savait comment captiver un homme. Elle passait de plus en plus de temps dans la boutique de Monaghan, lui murmurant des confidences, le regard embué de larmes, des histoires de violence, de souffrance, de coups encaissés en silence. Peu à peu, Monaghan s'est laissé prendre au piège. Il est tombé sous son charme. Il en est devenu obsédé. D'abord, ce n'était que des regards volés, des conversations trop longues. Pendant que Julie tissait sa toile, Direct Furniture s'effondrait. Les affaires du couple McGinley allaient mal, très mal. Ils s'enfonçaient dans les dettes, 100 000 livres sterling d'impayés qui s'accumulaient comme une sentence inéluctable. La fin était proche, mais personne ne savait encore à quel point elle serait brutale. Juin 2000. Un retour de vacances. Une famille qui rentre chez elle. Rien de plus banal. Rien qui ne laissait présager la tempête à venir. Julie, Jerry et leur fille venaient à peine de poser leurs valises que, sans le savoir, un piège était déjà tendu. Quelqu'un avait placé de la guédreau dans la voiture de Jerry, et pas n'importe qui, Tony McNairn. Un homme dont le nom résonnerait bientôt comme un couperet. Tony n'avait pas seulement donné un tuyau aux autorités. Non, il leur avait servi Jerry sur un plateau d'argent. Il avait fourni tous les détails,
l'emplacement exact de la voiture, l'immatriculation, le modèle, la couleur, l'endroit précis où la guédreau avait été dissimulée. Une dénonciation chirurgicale, précise, trop précise. La police n'avait plus qu'à suivre le mode d'emploi. Lorsqu'ils ont intercepté la BMW de Jerry au sud de la frontière, ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Ils ont fouillé le véhicule. Et là, parmi le fatras habituel, ils ont trouvé les substances illicites. Jerry, déjà connu des services de police, a été immédiatement arrêté. Trafic de guédreau entre le nord et le sud. Les accusations étaient lourdes. Et la sentence, si elle tombait, pourrait être dévastatrice. Mais Jerry, menotté, pressé contre la carrosserie de sa voiture, était sidéré. Il ne comprenait pas. D'où venait cette guédreau? Qui l'avait mise là? Dans la salle d'interrogatoire, il a nié en bloc. Il a secoué la tête, froncé les sourcils, martelé que ces substances ne lui appartenaient pas. Qu'il ne savait rien, rien du tout. Les policiers, eux, restaient sceptiques, jusqu'à ce que l'analyse des substances tombe. Pas d'héros, pas de coca, pas de cargaison valant des milliers de livres, juste un mélange grossier. Des comprimés d'ecstasy écrasés mêlés à des épices. Valeur totale, 830 livres sterling, bien loin des 10 000 livres sterling annoncés par Tony. Un coup monté, une manipulation? Julie, en tout cas, n'avait aucun doute. Elle s'est rendue directement au poste de police où Jerry était détenu. Et face aux officiers, elle a plaidé son innocence. Elle a affirmé que son mari était victime d'un piège, qu'il avait été ciblé et que tout ceci n'était qu'une mise en scène. Une chose était certaine, si la guédreau avait été réelle, si Jerry avait été reconnu coupable, son passé l'aurait englouti. Avec son casier criminel, notamment sa précédente condamnation pour le V de l'épouse d'un policier, il aurait risqué une longue peine de prison. Cette fois-ci, il s'en était sorti. Mais pour combien de temps encore? Le 12 août 2000, Julie et Jerry devaient célébrer l'anniversaire de Julie. Une soirée planifiée, un moment censé être festif, léger, mais qui, au final, allait sceller un destin. La veille, le 11 août, Julie s'était rendue chez sa voisine. Elle lui avait demandé de garder les enfants pour la nuit suivante, mais la réponse avait été non. Un refus, sans importance en apparence, mais qui marquerait un tournant. Le lendemain, le 12 août, Jerry a tout de même réussi à trouver une babysitter, une femme qui a accepté de s'occuper des enfants pendant que le couple passerait la soirée à l'hôtel. Avant leur départ, Jerry est allé la chercher lui-même. Elle vivait à moins de 2 kilomètres de chez eux. Rien d'inhabituel jusque-là, mais un détail aurait dû alerter Jerry. Ce soir-là, il avait invité Michael Monaghan à les rejoindre. Un choix hasardeux, car il ignorait tout de la liaison entre Monaghan et Julie. Pourtant, à son arrivée au Fort Lodge Hotel, Jerry semblait détendu. D'après plusieurs témoins, il était de bonne humeur, plaisantant et buvant plus que d'habitude. Julie, avant même qu'il ne parte de la maison, lui avait servi un whisky. Une attention ou autre chose. Les heures ont filé dans l'ivresse d'une soirée animée. Mais à 2h30 du matin, Julie est rentrée seule à la maison. Seule, et bien plus tard que prévu. La babysitter qui l'attendait a immédiatement remarqué l'heure tardive. Interpellée, elle lui a demandé « Où est Jerry ?» La réponse de Julie était brève. Trop brève. Derrière la maison. Puis, elle s'est éclipsée. Mais alors que la babysitter quittait la cour, quelque chose l'a troublée. Dans l'ombre de la maison, elle a aperçu un homme. Un détail s'est imprimé dans son esprit. Il portait un t-shirt blanc et un jean bleu. Ce n'était pas Jerry. Jerry portait une chemise bleue et un jean. Pas un t-shirt blanc. Plus tard, Julie allait tenter de dissiper le doute. Elle affirmerait qu'il s'agissait bien de Jerry. Elle dirait que sa chemise était trop serrée et qu'il l'avait retirée, révélant en dessous un simple t-shirt blanc. Un mensonge? Ou le début d'un échafaudage de tromperie bien plus sombre? Car bientôt, Julie allait se montrer avare de vérité. Elle nierait, elle manipulerait. Elle sèmerait le doute dans l'esprit de ceux qui poseraient des questions. Le mardi 15 août, après 3 jours de silence, Julie a finalement passé un appel. Son interlocuteur, son beau-père. Sa voix, tremblante, a livré une nouvelle troublante. Jerry a disparu. Elle lui a expliqué qu'il était parti de la maison le dimanche matin et qu'elle ne l'avait pas revu depuis. Puis, elle a ajouté des détails qui, bien vite,
allait soulever plus de questions qu'il n'apporterait de réponses. Il était parti en voiture, a-t-elle dit. Elle avait été réveillée par le bruit de ses vêtements, froissés, fourrés précipitamment dans un sac. Et puis, ces mots. Les derniers mots que, selon elle, Jerry lui aurait adressés avant de disparaître. « Je pars, tu ne sais pas comment il fonctionne. » Qui était ce « il » ? Le jeudi 17 août, inquiet, le père de Jerry a décidé d'en savoir plus. Il s'est rendu dans la boutique de Michael Monaghan et lui a posé la question de front. « As-tu vu mon fils ?» La réponse de Monaghan a été immédiate, presque mécanique. « Non, pas depuis la fermeture du magasin samedi soir. » L'homme semblait sûr de lui. Mais mentait-il ? Le père de Jerry, lui, n'en démordait pas. Son fils ne disparaissait pas comme ça. Il fallait prévenir la police, faire une déclaration, lancer des recherches. Mais Julie s'y opposait. Elle secouait la tête. Elle refusait catégoriquement d'alerter les autorités. « S'il revient et apprend que j'ai signalé sa disparition, il m'éliminera. » Un argument déroutant. Un homme qui fuit ne revient pas pour éliminer sa femme parce qu'elle a signalé son absence, à moins qu'il ait quelque chose de bien plus grand à cacher. Pendant ce temps, un policier tentait de contacter Jerry. Une simple affaire d'amende impayée. Il avait appelé, laissé des messages, essayé encore et encore, mais Jerry ne répondait pas. Finalement, l'officier a réussi à joindre Julie. Et ce qu'elle lui a raconté, c'est exactement la même histoire qu'à son beau-père. Un script bien rodé. Le policier lui a alors posé la question évidente. « Souhaitez-vous signaler sa disparition ?» Julie a hésité, puis elle a refusé. Son excuse ? Son beau-père ne voulait pas impliquer la police. C'était un mensonge. Le 18 août, 5 jours après la disparition de Jerry, Julie s'est finalement résolue à déclarer sa disparition. Elle a donné à la police sa version des faits. Jerry avait disparu par peur des militaires de l'armée républicaine irlandaise. Il portait une chemise bleue et un jean bleu lorsqu'il avait quitté la maison. Il était parti avec quelqu'un, dans une Toyota bleue avec des plaques d'immatriculation républicaine, une histoire troublante, un départ précipité, une fuite inexpliquée. Mais au fil des semaines qui allaient suivre, Julie allait changer sa version. Elle allait adapter les faits, modifier les détails, nier, manipuler, jouer un jeu dangereux. Et bientôt, la vérité allait commencer à émerger. Les véhicules de Jerry ont été saisis. L'enquête s'accélérait et la police ne laissait rien au hasard. Chaque recoin, chaque fibre, chaque trace suspecte allait être scrutée. Julie, de son côté, continuait à livrer sa version. Elle a affirmé avoir offert à Jerry une montre Next, un cadeau sans importance, pensait-elle. Mais elle était convaincue qu'il ne l'avait pas emporté avec lui. Elle se trompait, ou elle mentait, car quelques jours plus tard, cette même montre a refait surface. Mais pas dans une valise, pas dans un tiroir. Elle a été retrouvée dans les cendres d'un feu, à quelques mètres de la maison du couple, calcinée. Quelqu'un avait voulu effacer une preuve. Un des policiers s'est alors rendu chez les McGinley, bien décidé à en savoir plus. Et dès qu'il a mis un pied dans la chambre de Jerry, quelque chose l'a frappé. Les murs, fraîchement repeints, le sol, une moquette toute neuve, le lit, linge impeccable, sans la moindre trace du passé. Tout semblait trop propre, trop récent, trop parfait. Julie n'a pas cherché à nier. Oui, elle avait rénové la chambre. Mais quand ? La semaine de la disparition de Jerry, elle a précisé qu'elle avait fait l'essentiel des travaux elle-même. Elle a aussi donné des noms. Faden, l'ami de Monaghan, avait posé la moquette. Monaghan lui-même s'était débarrassé des meubles. Pourquoi autant de précipitation ? Pourquoi un tel nettoyage juste après la disparition de son mari ? Les enquêteurs avaient des soupçons, et ils allaient pousser Julie dans ses retranchements. En mars 2001, elle a été arrêtée et de nouveau interrogée. Cette fois, les questions allaient droit au but. Ses liaisons, son mariage, son comportement avant et après la disparition de Jerry. Elle a avoué avoir eu des aventures. 2 hommes, 2 noms, mais pas Monaghan. Monaghan, jamais. Elle a nié en bloc. Pas de relation avec lui, pas de lettre d'amour, pas de message. Rien. De son côté, Monaghan a fait de même. Aucune liaison, aucun attachement, 2 versions. Identiques, synchronisées, et pourtant pleines de failles. Les policiers le savaient, derrière ces dénégations se cachait la vérité.
une vérité qui n'allait plus tarder à éclater. Les enquêteurs ont passé des semaines à reconstituer le puzzle, à traquer chaque contradiction, chaque faille dans le récit de Julie McGinley. Ils l'ont interrogée sur leurs vacances à la Grande Canarie, un séjour qui, en apparence, ressemblait à un simple voyage en famille, mais qui cachait peut-être autre chose. Ils lui ont aussi parlé de la police d'assurance-vie de Jerry, plus de 300 000 livres sterling. Julie a joué l'innocence. Elle a prétendu ignorer que le montant était si élevé. Mais ce qui intriguait encore plus les enquêteurs, c'était ses incohérences. D'abord, elle avait affirmé que Jerry avait disparu parce qu'il craignait d'être pris pour cible par l'armée républicaine irlandaise. Puis, elle avait changé d'histoire. Cette fois, elle expliquait qu'il avait fui parce qu'il pensait que la police cherchait à le piéger. Quelque chose clochait, et elle-même avait dû admettre un détail troublant. Jerry n'avait pas pris son téléphone portable. Jerry n'avait pas pris son passeport. Qui quitte volontairement son foyer sans aucun moyen de communication et sans ses papiers? Tout sonnait faux. Mais Julie, elle, ne vacillait pas. Tout au long des interrogatoires, elle s'est montrée froide, arrogante, provocante. Elle dévisageait les enquêteurs, les appelait par leur prénom, un sourire condescendant aux lèvres. Lorsqu'on l'accusait de mentir, elle haussait les épaules. Quand ils posaient des questions précises, elle se moquait d'eux, allait droit au but. Et quand elle ne voulait pas répondre, pas de commentaires. Un mur, une femme qui n'avait pas peur, mais les preuves s'accumulaient. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert des vêtements appartenant à Monaghan. Julie a trouvé une explication toute prête. Je fais aussi la lessive de Monaghan et de Fadden. Ils n'ont pas de machine à laver dans leur appartement. Un geste de bonté ou la preuve que Monaghan était bien plus qu'un simple ami. Puis, le dernier interrogatoire. Cette fois, Julie n'a plus joué. Sur les conseils de son avocat, elle a cessé totalement de coopérer. Silence radio. Mais Monaghan, lui, allait finir par craquer. En janvier 2001, il a été arrêté à son tour. Et sous la pression des détectives, il a fini par admettre ce qu'il niait depuis des mois. Oui, il avait une liaison avec Julie. De toute façon, la police n'avait plus aucun doute. Les preuves ADN parlaient pour lui. Des analyses ont révélé la présence de son sperme sur le lit conjugal des McGinley. Leur secret tombait en miettes, mais le coup de grâce, c'est le feu. Celui qui avait consumé les restes de la montre Next derrière la maison. Les enquêteurs ont poussé plus loin, ils ont analysé les cendres, et ce qu'ils ont découvert ne laissait plus place au doute. Les vêtements brûlés étaient ceux de Jerry McGinley, précisément ceux qu'il portait le soir du 12 août lorsqu'il a disparu. Parmi les débris, d'autres éléments sont apparus. Du matériel de nettoyage, des équipements de décoration, des preuves, des traces d'effacement. Quelque chose s'était passé dans cette maison, quelque chose de terrible, et Julie savait exactement quoi. Le vendredi 23 mars 2001, la justice a enfin frappé. Julie McGinley, Michael Monaghan et Fadden ont été tous les trois inculpés. Meurtre, entrave à la justice. L'accusation était claire. Ils avaient éliminé Jerry McGinley, puis s'étaient débarrassés de son corps, l'extirpant de la maison où tout s'était joué. Les trois accusés ont plaidé non coupable. Un déni total. Une défense verrouillée. Mais les preuves, elles, s'accumulaient comme un orage prêt à éclater. En mai 2001, lors d'une audience, la justice a statué sur leur liberté. Julie et Monaghan, incarcérés. Aucune mise en liberté sous caution. Fadden, une libération conditionnelle sous certaines restrictions. Mais l'affaire allait connaître un tournant macabre. En juin 2001, près d'un an après la disparition de Jerry, un terrible secret a refait surface. Son corps venait d'être découvert. Une scène d'horreur pure. C'est une écolière qui l'a trouvé par hasard en se promenant dans une forêt dense à l'extérieur de Ballinamore, dans le comté de Leitrim, en République d'Irlande. À 1 heure de route seulement de son domicile, dans le comté de Fermanagh. Mais ce qu'elle a vu ce jour-là, personne n'aurait dû voir ça. Jerry n'était plus un homme, seulement une silhouette en décomposition avancée, un cadavre nu, muti, défiguré par le temps et les éléments. Ses mains et ses pieds arrachés, effacés, comme si quelqu'un voulait s'assurer qu'il ne soit jamais identifié. Mais ils avaient oublié un détail. La police a pu confirmer son identité grâce à ses dossiers dentaires. Le fantôme de Jerry McGinley venait de refaire surface,
et avec lui une vérité que Julie ne pourrait plus fuir. En septembre 2002, le procès s'ouvrait enfin. La Crown Court de Belfast a été choisie pour garantir un procès équitable. La tension était palpable. L'affaire fascinait autant qu'elle révoltait. Julie et Monaghan face à la justice. Mais Faden, les charges de meurtre contre lui ont été abandonnées. Un procès décisif, un duel judiciaire, et puis une image troublante. Julie entrant dans la salle d'audience, un livre en main. Le titre, visible de tous, Gangsters. Un simple détail? Non, un message involontaire, une symbolique trop lourde de sens. Les journaux auraient pu se jeter dessus, l'affaire aurait pris une autre tournure. Mais le juge a réagi immédiatement. Injonction immédiate. Interdiction formelle aux médias de publier cette image. Le procès a duré 3 mois. 3 mois où chaque détail sordide de l'affaire McGinley a été disséqué, analysé, exposé sous les projecteurs d'une salle d'audience fébrile. Puis, en décembre 2002, le couperet est tombé. Julie McGinley et Michael Monaghan ont été reconnus coupables de meurtre. 1 mois plus tard, en janvier, la sentence est venue sceller leur destin, prison à vie. Dans son verdict, le juge n'a pas mâché ses mots. Il a décrit Julie comme rusée, manipulatrice, menteuse d'une intelligence redoutable. Mais surtout, il a souligné l'impitoyable froideur avec laquelle ce meurtre avait été exécuté. Un crime glacial, méthodique. Et le plus terrifiant, a-t-il ajouté, c'était de réaliser que tout cela s'était déroulé alors que 2 petites filles dormaient paisiblement dans la maison. Mais ce que Julie n'avait jamais révélé, les parents de Jerry l'ont fait. Entre Noël et le Nouvel An 2001, Jerry avait mis Julie à la porte. Il venait de découvrir qu'elle avait une liaison avec un de leurs clients. Elle était partie. Mais 2 semaines plus tard, elle était revenue. Avec une lettre. Un document déchirant dans lequel elle prétendait être atteinte d'un cancer. « Reprends-moi pour nos enfants. » Jerry, malgré la trahison, avait cédé. Il l'avait laissé revenir. Puis en juin, la famille était partie en vacances à l'étranger. Un voyage que Julie avait présenté comme un prix gagné grâce à son travail. Mais à leur retour, une découverte glaçante. Les parents de Jerry, en fouillant son camion, avaient trouvé une enveloppe. À l'intérieur, des documents prouvant que Julie avait acheté un appartement à l'étranger, en falsifiant la signature de Jerry. Le piège se refermait sur lui. Jerry, terrifié, avait compris qu'il était en danger. Il avait acheté une batte de baseball. Un dernier recours. Une arme pour se défendre. Ironie sinistre du destin. C'est cette même batte qui allait être utilisée pour l'éliminer. Jerry ne se sentait plus en sécurité. Il avait pris une décision radicale. Il avait fait déménager sa famille et vider la maison de tous ses meubles, espérant ainsi se protéger. Et chaque nuit, dans cette coquille vide, il dormait à genoux sur un matelas, posé contre une fenêtre, la batte de baseball serrée contre lui. Il savait que l'attaque viendrait, il l'attendait. Mais malgré toutes ces précautions, elle est venue trop vite. Après sa mort, après le procès, après la condamnation de Julie et Monaghan, les parents de Jerry ont subi un nouveau coup. On leur a arraché leur petite fille. Les autorités leur ont interdit tout contact avec elle. Julie, depuis sa cellule, avait toujours le pouvoir de briser une famille. Julie et Monaghan ont fait appel de leur condamnation. Et c'est là, dans une tentative désespérée d'atténuer sa responsabilité, que Julie a enfin admis une chose. Elle était dans la maison la nuit où son mari avait été éliminé. Mais elle a présenté une nouvelle version des faits. Selon elle, tout avait commencé par une dispute entre Monaghan et Jerry. On lui aurait raconté que Jerry avait soulevé un chevet et l'avait lancé sur Monaghan avant de tenter de s'emparer de la batte de baseball. Monaghan a frappé en premier, à plusieurs reprises. Puis, il a lâché cette justification glaciale. Si Jerry avait réussi à me prendre la batte, il nous aurait tous éliminés, y compris les enfants. Julie, elle, affirmait être restée dans la chambre de ses filles. Elle n'aurait rien su, rien vu. Mais après le meurtre, le corps de Jerry a été enveloppé dans du plastique et transporté dans une camionnette. Ses vêtements ont été brûlés. La chambre couverte de sang a été entièrement redécorée. Monaghan lui aurait simplement dit que le corps avait été déplacé au sud de la frontière, sans jamais révéler où exactement. Julie, encore et toujours niant son implication directe, « Je n'ai jamais prévu d'éliminer mon mari, ni conspiré pour le faire éliminer. » Puis, un aveu faussement naïf. « Je sais que j'aurais dû prévenir la police, mais j'étais paniqué
et complètement dépassée. Lors de l'appel, un psychiatre est venu défendre une nouvelle thèse. Julie souffrirait d'un trouble de la personnalité dépendante, un état qui l'aurait rendue anormalement vulnérable à l'influence de Monaghan. Difficile à croire face à l'accumulation de mensonges et de manipulations qui avaient rythmé cette affaire. Finalement, l'appel a été rejeté. La sentence restait inchangée. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En février 2015, un choc. Julie McGinley a bénéficié d'une remise en liberté partielle. Elle se préparait à une libération définitive prévue pour début 2016. Elle était désormais une prisonnière de phase 3, intégrée dans un programme de réinsertion à la prison pour femmes de Hyde Bank à Belfast. Elle travaillait dans un magasin local, vivant hors de la prison la majeure partie du temps, ne passant plus que 2 nuits par mois derrière les barreaux. Mais sa liberté était sous haute surveillance. Les restrictions imposées étaient strictes. Interdiction totale de se rendre à Enniskillen ou dans ses environs. Interdiction de tout contact avec la famille de Jerry. Interdiction de consommer de l'alcool ou des substances illicites. Mais malgré ces règles, elle restait une figure tristement célèbre. Enniskillen n'avait pas oublié. Aujourd'hui, en 2025, Julie est une femme libre. L'ombre du meurtre de son mari semble loin derrière elle. Elle a refait sa vie. À Belfast, elle a trouvé une nouvelle vocation. Elle dirige son propre service de garde de chiens. Une vie paisible, banale presque. Et selon toute vraisemblance, elle s'est remariée. Oui, Julie vit désormais sa meilleure vie. Quant à Michael Monaghan, son complice d'autrefois. Libéré en 2017, il a lui aussi tourné la page. Aujourd'hui, il travaille comme paysagiste en République d'Irlande. Et Jerry dans tout ça? Difficile d'en dire beaucoup sur l'homme qu'il était vraiment. Ce n'était pas un saint, ça, personne ne le conteste. Il avait poussé sa femme à vendre son corps, mais malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.